Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce troisième rappel consacré à Francis Perrin et Stéphane Bern. Stéphane Bern, oui, vous avez bien entendu, le monsieur frisé de la télé qui est sur les planches du Théâtre Saint-Georges pour la pièce numéro complémentaire avec donc le très expérimenté Francis Perrin. La pièce vient d'ailleurs juste de se terminer. Le temps pour nous d'installer notre décor et on les retrouve sur scène devant leur public. A tout de suite. Is felt in essence, the time, cause beads, things and flowers fill up my mind. The rainbow cream must be free, cause it's gone. Lost in space, this race ain't confined to one thing or another, sister and brother. Where the cows graze, our days is the mother of all living things. Presence is felt in essence, the time, cause beads, things and flowers fill up my mind. The rainbow cream must be free, cause it's gone. Lost in space, this race ain't confined to one thing or another. Bonsoir. Ça va? C'est génial le théâtre, on rentre, on sort, enfin, c'est super. Bon, vous avez passé une bonne soirée? Bien. Merci en tout cas d'être resté pour le troisième rappel de Francis Perrin et Stéphane Bern. C'est marrant de le voir sur scène, Stéphane, non? Ah, ça fait un peu bizarre, je suis d'accord. Mais c'est bien qu'il l'ait fait. Je vous rappelle juste qu'il y a des petits micros dans la salle. Vous leur faites signe et puis vous êtes là pour poser des questions. Surtout, n'hésitez pas, hein, les acteurs sont restés là pour vous. Donc je vous demande une fois de plus de leur faire un triomphe. Messieurs Perrin et Bern. Très bien. Bravo à vous. Merci. On est adorable. Ouais. C'est impressionnant parce que moi je me serais tiré, mais personnellement à leur place, après le spectacle, oh bah, voilà. C'était une bonne salle ce soir. Il paraît que les acteurs chevronnés comme vous, dès les premières répliques, ils sentent si c'est une bonne salle ou pas. Oui, absolument. C'est vrai? Ouais. La première minute, vous savez. Oui. Non, ça allait, madame, elle est contente, madame. Bon, bah alors ça. Je vous propose de vous asseoir. Là. Stéphane et Francis à côté. Eh, Francis, ah, bah, dis donc. Formidable. Comme si on passait passer notre vie ensemble. Un petit peu de rab. Ça me fait marrant de vous voir là, Stéphane. Oui, bah moi aussi. Non mais, vous réalisez ou pas que vous êtes... de vous, hein, moi, ça me paraît normal. Vous réalisez que vous êtes sur une scène de théâtre ou vous vous pincez tous les soirs pour y croire? Mais, non mais c'était pas un vieux rêve, donc c'est vrai que j'ai pas passé toute ma vie à me dire tiens un jour je veux faire du théâtre. Ouais. Et ça s'est présenté. Il y a eu un auteur à succès qui est Jean-Marie Chevret, que j'aperçois au loin. Bonsoir, merci d'être là. Et Jean-Marie a écrit cette pièce en pensant à moi, parce que en partant de la caricature... Alors, ça y est, vous démarrez l'émission, vous me laissez même pas l'installer un petit peu. Donc bref, tout ça pour vous dire que je me pince pas. D'accord. C'est vrai que c'est pas simple, je m'isole 1 heure avant, enfin 2 heures avant, pour rentrer dans une bulle, parce que c'est vrai que c'est pas naturel quand on est journaliste, qu'on passe son temps à interviewer des gens, à regarder les gens en face, dans les yeux, pour leur parler. C'est très difficile tout d'un coup de faire abstraction du public et de jouer, de rentrer dans la peau d'un autre. Je suis pas mûr pour retourner à l'école, moi. C'est pourtant indispensable. Ah, vous voulez que je parraine Laetitia pour qu'elle fasse ses premiers pas dans le monde, dans la jet set? Ouais. Mais ne vous l'aurez pas. Avant de recevoir une jeune fille, ou un garçon d'ailleurs, dans la bonne société, on s'inquiète d'abord de sa famille et de ses parents. Oui, il est parti vider ma bouteille, non? Vous n'aurez pas le choix, il va falloir vous y mettre aussi. On n'a jamais vu des bigorneaux produire des perles. C'est nous, les bigorneaux? Ça à 3, ça me filera moins la trouille. Ok, mais on est bien d'accord, Bernal, c'est le même prix pour une élève ou pour toute la classe? Évidemment, c'est un forfait. Ah non, parce que lui, mon vieux, hein, ça m'a... Donc, numéro complémentaire, je la rappelle en 2-3 phrases, surtout pour nos amis téléspectateurs. Vous jouez donc un père de famille, un peu plouc, faut bien le dire, qui va gagner au loto.
Et puisqu'il gagne au loto, il va leur faire plaisir à sa famille. Et en particulier à sa fille, qui est passionnée par la vie des princesses et qui adorerait les fréquenter. Et donc, il va prendre les services de Jean-Édouard Bernel, un animateur de télé célèbre, copain des princesses, joué par Stéphane, pour pouvoir l'aider à fréquenter. Enfin, il va essayer de prendre les services, mais Voilà. lui, il veut pas. Moi, je donc veux pas. Je suis obligé de l'enlever et de le séquestrer dans mon petit appartement à Créteil. Reste à savoir si tout ça va les rendre heureux, mais ça, il faut venir voir la pièce pour le savoir. Donc vous vous emmerdez pas, si je puis dire, Stéphane, première pièce, on vous écrit un truc pour vous, quoi. Je ne pense que du sur-mesure. C'est donc Jean-Marie Chevray, l'auteur, qui a écrit cette pièce sur mesure pour vous, justement. Mais non, mais c'est parti d'un pari fou. C'est-à-dire, cet énergumène avait fait des pièces qui m'ont fait hurler de rire, le squat, les Amazones, copier-coller. Un jour, il me dit, depuis longtemps, il me disait, tiens, j'ai une idée pour toi. C'est une variation autour de ton personnage de Saga. Et c'est vrai qu'il était un peu grotesque, le mec qui présentait Saga. Je dis, je me dédouble parce que je pense que j'ai été comme ça, mais je ne suis plus et je n'assume pas totalement d'avoir été comme ça. On en parlera tout à l'heure. C'est un peu compliqué. C'est un personnage un peu rigide comme ça, qui lançait des sujets sur les grands de ce monde sans y croire vraiment. Et donc Jean-Marie Chevray écrit une pièce et il revient vous voir et vous dit, bah ça y est, elle est écrite. Voilà. Et tout ça en 2 ans. C'est-à-dire que parce qu'au début, je lui avais dit, si tu écris ta pièce, si un producteur la prend, si un théâtre la monte, et que ce soit pas trop loin de chez moi. Et si tu payes bien, Donc, je jouerai dedans. Ça voulait dire, si le théâtre Saint-Georges la prend. Et voilà. Et du coup, on se retrouve au Saint-Georges. Alors, ça... Parce que vous habitez à 500 mètres d'ici. Oui, je à précise. peine, 100 mètres. À 100 mètres, ouais. Alors, c'est vous dire, donc c'est ça qui rendait la chose attrayante. Mais vous êtes courageux quand même. Sincèrement, je trouve que il s'est couillu d'avoir fait ça. Non, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de gifles dans la figure. Je me disais, tiens, ça faisait longtemps que la presse m'éreintait pas. Ça serait peut-être l'occasion de reprendre quelques gifles. Et je les attends toujours. Il a une énergie encore après 2 heures de scène. Il est bavard, hein. Mais vous, Francis, quand on vous dit tu vas jouer une pièce avec Stéphane Bern, honnêtement, outre votre amitié, vous avez un petit moment de recul, vous dire quand même, est-ce qu'il va y arriver? Non, parce que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Depuis, ça va faire 40 ans bientôt que j'ai débuté dans ce métier. Et j'ai toujours fait ce que j'ai envie de faire. Je me suis dit, c'est une belle aventure et j'ai envie d'y aller. Mais est-ce que, par exemple, des confrères acteurs un peu mauvaise langue vous ont dit qu'est-ce que tu vas aller te Je fourvoyer n'en ai rien jouer à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Et ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils ne me le disent pas. Parce qu'ils savent que ça passe au-dessus. Donc voilà. Comme ça, c'est clair. Ah, puis ça, alors là, je m'en mets complètement. Je me fous. Non, mais je fais ce que j'aime. Francis a raison. On prend la place de personne. Non, mais franchement. Bah si, de comédien au chômage. Mais non, mais comment vous savez... On pourrait faire ce que je fais? Non. Non, mais... Surtout... Je me lève 2 minutes. Si cette pièce avait pas été écrite autour de moi, j'imagine que jamais comment dire, on aurait proposé de la monter et de la jouer. Ouais. On a lu la pièce, en juin on a travaillé, début juillet aussi, et puis on a fait des répétitions. Mais j'ai appris un métier. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'est comme tout, c'est énormément de travail. Ouais. Les gens disent comment vous faites? Ben, on bosse, quoi. C'est juste du boulot. C'est 8 heures par jour. Ben, d'abord, je suis rentré de vacances, je connaissais mon texte au cordeau, comme nous tous. Et puis ensuite, c'est du travail. Ouais. C'est-à-dire qu'on apprend à poser sa voix, l'intention, à exprimer avec son corps et ce qu'on ressent, la situation, à jouer vraiment. Il y a bien longtemps qu'Aurélien est orphelin. Pauvre garçon. Oh, alors il a pas de peau, lui, il cumule boniche et orphelin. C'est une histoire compliquée. Aurélien est en fait le fils de l'ancien despote africain, Raoul Cissé. Vous y êtes? Parfaitement, parfaitement. C'est quoi un despote? C'est comme un roi, mais en très très méchant. Mais alors son père, il est plus au pouvoir? Non. Il a été arrêté, fusillé et jugé. Ah, vous l'avez dans le désordre, là. Dès qu'on a commencé à jouer, au public, avec les réactions qui ont été enfin, comme on a eu ce soir, très très vives, avec les rires et tout, il savait très très bien doser. Ouais. Donc il avait déjà donc ça s'apprend pas. Au début, j'étais mauvais. C'était inné. Tu n'étais pas mauvais. Si, j'étais mauvais comme un cochon. Non mais le soir de la couturière, je riais parce que j'avais pensé à tout, sauf qu'il y aurait du public dans la salle qui un jour allait rire. Alors maintenant, et alors il riait et moi je me tournais en public. Ah bon? C'était la couturière. Ce que je vous raconte vous fait rire. Alors bon, non mais c'est vrai. Alors aujourd'hui, avec quelques semaines de représentation dans les pattes, comme on dit, quel regard vous avez sur votre prestation?
Et vous, Francis, là, sur la sienne? C'est work in progress, c'est-à-dire il faut toujours progresser. Où est-ce que vous avez progressé d'ailleurs? Vous avez conscience d'avoir progressé quelque part? Dans un domaine du jeu? Oui, chaque fois on essaie de donner... On trouve, d'abord c'est les trouvailles. Ce que j'aime avec Francis, c'est que il est bon camarade pour ça, il vous invite à trouver des choses. Et puis vous réagissez aussi avec le public. Pour finir là-dessus, pardon, Francis, quel tic... J'ai pas fini. Pardon? Si, il a... Ah oui, j'aime très bien. C'était formidable. Hein. Non, mais époustouflant. il me semblait que c'était une fin de phrase, à moins que ce soit un peu chiant. Non, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que ça devait vous sembler chiant. Non, c'était... Non, vas-y. Non, mais moi j'ai rien à dire. Ah, moi je t'écoute, moi. Oui, mais c'est bien le problème. C'est qu'il attend que tu parles, c'est comme une élection, il faut répartir le temps de parole. Ah, c'est malin. Vous êtes content, là. Oui. Vous savez, après la pièce, on est remonté comme des pendules électriques. Vous n'imaginez pas. Alors justement, taisez-vous, Francis. Non, sérieusement, quel tic d'animateur de télé il faut se débarrasser? Parce que ça a des tics, les animateurs de télé, forcément. Comme celui de couper la parole, par exemple. Mais non, là, dans la pièce, il joue son rôle. Il faut être doué, face qu'il est, lui. D'accord. Il n'y en a pas tous qui peuvent un défaut quand même, Francis est trop gentil avec moi. J'ai un défaut, c'est que parfois, je peux pas m'empêcher de regarder le public. Mais ça, c'est pas bien, ça. Non, je te l'ai dit que c'est pas bien. Tu me dis tout le temps, c'est pas bien, on regarde regarde pas. Mais c'est voilà, je suis comme ça. Non, parce qu'il est content, il fait « Oh, non, merde !» Ils sont nombreux, ça se voit. Je crois qu'il y a une première question dans le public. Bonsoir, et puis bravo à vous deux, d'abord. Alors j'ai une question pour Stéphane. Pendant ces 2 ans, est-ce que vous avez une préparation particulière pour le rôle? Est-ce que vous avez suivi des cours de théâtre avant les répètes? Non, et là ça se sent. Non, aucun cours. Non, mais j'ai appris sur le tard. Voilà, c'est grâce à... Alain Sachs m'a donné des cours de rattrapage. Il m'a dirigé. Et puis les Francis autres vous a coaché un peu, peut-être? Non, ils m'ont tous coaché. Ils ont été formés. Ils ont été très bons camarades. Et puis je le fais avec, comme tout ce que je fais, je crois, avec une vraie sincérité. Alors, en même temps, je dois être moi-même. C'est-à-dire que je ne dois pas faire le rôle d'un comédien. Je fais un travail d'acteur, mais je ne suis pas comédien. J'ai jamais dit que j'allais devenir comédien. Je crois que c'est une parenthèse enchantée dans ma vie. Bon, t'as déjà fait un planning des sorties? Oui, première sortie dans 15 jours à l'Opéra. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi sur mon canapé. Opéra comique, alors? Garnier. Tenue de soirée à l'Opéra Garnier. Attends, la rentrée au Palais Garnier. T'as peur de rien quand même, c'est quoi le programme? Mozart, le Don Giovanni. Pourvu que la mère Leblanc réclame pas le compositeur au rappel. Mozart, En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien fait, parce que cette pièce est quand même un gros carton. Il y a 3 gros succès théâtraux en cette rentrée. Vous en faites partie. Alors, il faut dire que vous avez mis tous les atouts de votre côté. On les a déjà nommés. Bon, alors déjà, il y a des comédiens chevronnés, Francis Perrin et Isabelle de Botton, qui est excellente, qui joue votre femme. Et puis les 2 petits jeunes sont formidables. Bien sûr. Formidables. Anne-Sophie Germanaz et Cyril Gay. Merci de les mentionner. Voilà. On a dit que Jean-Marie Chevret, donc l'auteur, qui avait fait Les Amazones, Alain Sachs, metteur en scène moult fois moliérisé. Et puis, il y a vous, Stéphane. J'insiste quand même sur ce détail, parce qu'on ne peut pas nier que c'est quand même une grosse tendance en ce moment, vous allez voir où je veux en venir, c'est le fait qu'on fasse venir des gens de télévision dans les théâtres. Parmi les gros succès, il y a aussi Ruquier, c'est un peu Ruquier qui a initié ça. Le nombre de gens qui sont... Il n'est pas sur scène. Certes non, mais enfin il fait venir des gens de la télévision qui n'étaient pas des comédiens. Donc en tout cas c'est quand même la grosse tendance du moment. Pourquoi cette tendance, Francis, vous qui connaissez bien le théâtre? Non, je sais pas. Je crois qu'il y a des modes, enfin des choses comme ça, mais c'est pas une question. Qui a initié cette tendance? On sait que la fréquentation des théâtres est pas facile. Il y en a qui rament beaucoup. Est-ce que c'est les patrons de théâtre qui se disent, ma foi, les gens de télévision, ça va faire venir du monde? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça crée une curiosité. À mon avis, ça crée. On vient voir le type de la télé, quoi. Ça crée une curiosité, mais il faut que derrière la pièce et le jeu soient bons. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est comme un produit d'appel. Ça déclenche, les gens disent tiens, ça peut être intéressant. Et puis c'est vrai qu'en même temps, il y a eu énormément d'émissions qui nous ont été consacrées. Alors c'est vrai que les gens en parlent plus. Une autre question dans la salle, me dit-on? Oui. Bonsoir, moi j'ai beaucoup aimé cette pièce. C'est une question qui s'adresse à Francis Perrin.
Francis, j'ai suivi depuis des années votre parcours, aussi bien quand vous étiez élève au Conservatoire national d'art dramatique. Oh, vous aviez un petit défaut d'élocution, notamment la pub Citizen, que vous avez corrigé à force de travail. Ça ne se voit plus du tout, ça ne s'entend plus en tout cas. Vous avez été directeur au Montansier, à Versailles, grand acteur, grand directeur de théâtre. Et finalement, je me demande, est-ce que votre plus grand challenge aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à faire de Stéphane Bern un comédien? J'attendais le coup près. Il coda fait des noms, le venin est dans la queue. Pardon, c'est une expression latine, cher. Je crois pas que j'ai fait de Stéphane Bern un comédien. Je crois pas. Il est Stéphane Bern. Il est Jean-Édouard Bernel quand il vient sur scène. Je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, on s'est vraiment aidé et on continue à s'aider. Mais moi, j'apprends beaucoup aussi. Je veux dire, c'est une expérience. Et vraiment, ça, c'est pas de la démagogie. C'est extraordinaire parce que Et puis, je vais vous dire une chose. Je crois que ce qui est le plus important, c'est ça, on le partage avec le public, on s'amuse vraiment. Merci en tout cas, monsieur. Et vous étiez formidable, bravo à tous les deux. Merci Stéphane Guillon. Merci d'être venu. C'était un petit clin d'œil pour vous. Il a du talent, lui aussi. Ah oui, il a du talent. Stéphane Guillon qui fait rire tous les soirs au théâtre Trévise. Il est excellent. De Trévise. Il est méchant, vous savez. Oui, ben c'est pas grave. Non, moi je le trouve. Non, mais il est méchant sur scène. C'est l'être le plus adorable dans la vie. Cinglant, mais je le trouve vachement bien. Moi, c'est un type formidable. Revenons à l'écriture, aussi bien dans le choix du sujet que dans le style. Alors déjà sur le choix du sujet, donc c'est une opposition entre deux milieux sociaux très tranchés, un très beauf et un très jet-set. C'est un ressort humoristique classique, ça, du théâtre de boulevard? C'est le bourgeois gentilhomme, hein. Comme il disait, et puis... Moi, de Malion, c'est... Est-ce que je peux vous reprendre, Alexis? Je dirais pas théâtre de boulevard, je dirais comédie de mœurs. Je fais une différence parce que j'ai appris ça. Il n'y a pas de porte qui claque, il n'y a pas d'amant dans le placard. Il y a un ressort... Parce que la comédie de mœurs, pour moi, est quelque chose de vraiment intelligente. C'est-à-dire que ça dénonce d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'aurais pas joué cette pièce s'il n'y avait pas cette dénonciation de la télé-célébrité, cette fausse célébrité, ces fausses valeurs qui sont partout. C'est le fric qui pourrit tout. Toute cette planète people est bidon. Tiens, Stevie, vous vouliez savoir? On va raconter. C'est un ancien pygmée albinos trouvé par un explorateur en forêt. Il a 58 ans, il a été lifté 11 fois. Mais c'est épouvantable ce que vous me dites. Et encore, ça c'est le haut de l'iceberg. Il y a un truc qui est comparable au one-man show, c'est le côté une blague à la minute. Il y a énormément de répliques super drôles dans la pièce. Est-ce que là aussi c'est nécessaire dans le théâtre? J'ai rarement vu une pièce qui, à la deuxième réplique, plaf, le premier il repart. Et ça c'est formidable. Ça c'est rare. Hein. Et ça continue. Mais dans le one-man show c'est une règle. Est-ce que dans le théâtre de boulevard, je l'appelle comme ça, pardon, c'est pas une règle parce qu'il y a un auteur qui sait écrire et qui sait écrire en situation et pas pour faire des mots. Cuillère numéro 1. Donc, c'est une cuillère à soupe traditionnelle en argent. Bon, ça va, on connaît, hein, parce que même à Créteil, la soupe, on la mangeait pas avec un râteau. Hein. ma pauvre fille, quand on est millionnaire en euros, on part pas en vacances sous la tente. On a un camping-car. En plus, on va plus au Sable d'Olonne. On va à la Grande Motte. De toute façon, cette semaine, le nominé, c'est papa, alors. C'est un minimum, non? Boire un Château Yquem 73 dans un verre à moutarde avec une tête de Mickey dessus. Et il vient de nous tomber une cascade de pognon sur la tronche. Qu'est-ce que ça va changer vraiment? Le Ricard, je vais pas le prendre en perfusion. Je vais me permettre d'avoir un petit regard critique, on ne se refait pas, c'est une nature. Il y a beaucoup de clichés, je trouve, quand même, dans le texte. Alors, mais je me dis, est-ce que c'est indispensable, ça, pour du théâtre de boulevard? Quand je dis cliché, votre personnage, par exemple. C'est bien pire, la réalité. Non, mais attendez, il est syndicaliste, alors forcément, il aime le Ricard, forcément, il abuse des congés, forcément, mais les gens dans le public, moi, je les entends le dimanche, ils me disent, ah oui, ça c'est bien les cégétistes, ça. Ah ouais. Non mais c'est incroyable parce qu'on entend les gens nous renvoient. C'est pas des clichés, c'est pas. Et c'est pire que qui sont. Si, c'est un cliché, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je surveille la Mégane. Il y a la bande à Rachid qui squatte dans le hall. Te prends pas la tête, il est cool, Rachid. Il va pas y toucher à ta caisse. J'aime mieux prévenir que guérir, parce que dans le quartier, arriver à avoir 50% de bonus à la matmut, ça représente une surveillance sans relâche.
celui qui vous abîme votre bagnole, il s'appelle Rachid. Rachid. Il aurait pu s'appeler Christophe ou Daniel. Non. Et il y a Da Silva, Pelletier, Gomez aussi. Alors, je veux dire, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression de plus rien dire. Il peut s'appeler Liu, Li Wong aussi, si on est dans le 13e. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non, mais il n'y a pas de. Je crois pas qu'il y ait... Ce sont pas des clichés, c'est simplement une... Enfin, la réalité, il dit aussi Pelletier, hein. Il y en a un autre qui s'appelle Pelletier. Hein. Il y a une autre remarque qui m'a fait rire. À un moment donné, vous vous adressez à la fille Laetitia de Francis Perrin dans la pièce et vous la traitez de speakerine de France 3 Régions. Vous avez un problème avec cette chaîne parce que c'est celle qui nous diffuse. Mais non, évidemment pas. D'abord, je lis le texte de l'auteur qui lui a peut-être un problème avec France 3 Régions. Vous refilez la patate chaude. Un soir, je vous raconte, il y avait un groupe, il y a un moment, j'ai une réplique... J'irais pisser sur le bureau de ce gros con de Lambert. Il y avait un monsieur Lambert dans la salle qui était chef du personnel. Le triomphe que ça a fait, parce qu'après ils m'ont attendu, ils m'ont dit « Regardez monsieur Lambert, demain on va aller pisser sur son bureau. » Bon, c'est monsieur... Vous voyez. Donc je veux dire... Il y a des gens qui viennent me dire « Ah, Fouras, vous avez dit Fouras parce qu'on était là, hein ?» Non, moi je savais pas. J'ai des Bernel qui m'écrivent. Oui. Pourquoi Oui, donc vous appelez Jean-Édouard Bernel dans la pièce. Votre personnage, lui aussi, il est très caricatural. On grossit le trait sur pas mal de choses. Par exemple, cette façon que vous avez de tenir le journal L'Humanité comme si c'était un torchon gerbeux. Mais croyez-moi, il faut bien ça. Il y a des lecteurs de l'UMA dans la salle ou pas? Sûrement. Bah non. Moi, je tiens bien le Figaro comme ça, moi. Il n'y a pas de lecteurs de l'UMA, c'est un public de droite, quoi. On peut plus rien faire de rien, alors. Enfin, vous vous rendez compte? Non, mais je ferais la même chose avec... je fais pas ça avec le Figaro parce qu'il m'emploie. Oui, mais moi, et moi, je le fais, je suis foutu pour toutes les critiques. Non, mais voilà, prenons ça. C'est juste la confrontation de deux mondes qu'on montre de façon caricaturale. Quel est le message de la pièce, finalement? Restez, soyez vous-même et surtout... Et l'argent ne fait pas le bonheur. Ah ça, c'est une trouvaille. Ah oui, mais c'est une trouvaille, mais là, je vais vous dire, quand on est archi-millionnaire en euros, il y en a beaucoup qui ont perdu tout et qui sont dans une dèche complète. Ça c'est vrai. Hein. Mais moi, donc, je vois l'autre aspect. Moi, c'est le personnage incarné par Anne-Sophie Germanas, qui est Laetitia Leblanc. Elle lit gala toutes les semaines et point de vue. Elle rêve. Mais je vois tellement de gens qui, toute la semaine, lisent la presse People et rêvent d'avoir cette vie-là. Mais moi, j'en revenais pas d'ailleurs. Ça fait vraiment rêver des jeunes. Mais vous n'imaginez pas, mais le courrier qu'on reçoit quand soi-même on est, soi-disant, animateur d'émissions People, etc. La princesse de Galles, vous avez vu, des gens m'ont dit, elle était plus importante pour moi que ma sœur, que ma mère, que ma fille. Mais comment on peut dire une chose pareille? On est tous tristes, évidemment. C'est une femme qui meurt à 36 ans dans un accident de voiture. Mais ça reste, arrêtons de vivre par procuration. Le public? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question pour Francis Perrin. C'est moi. On a l'impression dans la pièce que vous improvisez beaucoup. La scène, par exemple, du cours d'œnologie. Moi, j'ai même l'impression que vous en rajoutez un petit peu pour faire marrer Stéphane ou pour... Non, je vais vous dire, vous revenez le voir un autre soir, c'est peut-être pas la même chose, les trucs, mais c'est ça la vraie difficulté d'un comédien tous les soirs, de retrouver la spontanéité et l'invention, et que vous croyez que c'est inventé sur le moment. Alors, il y a quelquefois des choses qui sont inventées, mais pas ce soir. Ce soir, j'ai fait exactement ce que je fais les soirs habituels, et avec grand plaisir. Mais effectivement, ça a l'air... alors ça, c'est un... Je vous remercie de votre compliment qui me fait toujours... Bravo, parce que ça, c'est... D'ailleurs, ça c'est ce à quoi monsieur fait référence, c'est un petit peu tous les cours de bonne manière que le personnage de Stéphane vous donne. Mais j'avais envie, en un petit test très rapide, Stéphane, de tester justement vos connaissances en bonne manière. Ça vous ennuie pas? J'ai pris référence avec le livre de votre copine Nadine de Rothschild, donc c'est imparable, on est d'accord? Mais je ne prétends pas être, contrairement à elle, le parangon de la... Alors, la chaussette. Oh, putain, en quelle matière et jusqu'où doit-elle monter pour être élégante? Fil d'Écosse et... au-dessus du mollet, quand même. Donc, fil d'Écosse et au genou. Bravo, c'est la bonne réponse. Lors d'un dîner, dans quel ordre doit-on converser avec ses voisins? D'abord à droite, ensuite à gauche. Non, mais il est trop fort. Et au dessert? Bah, vous changez de voisine. Avec qui vous plaît? C'est la réponse de Nadine. Oui.
Oui. Quelle est la signification de ces deux fleurs, la rose jaune et le glaïeul? Waouh, alors là... La rose jaune. Vous le savez, vous, Francis? Répondez, allez-y. Je crois que c'est la tromperie. Enfin, c'est celle. Oui, vous accusez celle qui la reçoit d'infidélité. D'infidélité, voilà. Ouais. Oui. Ça ne m'est jamais arrivé, donc... Je n'ai jamais eu à en envoyer. C'est marrant, moi j'en ai reçu des gerbes. On y viendra tout à l'heure. Et le glaïeul, Francis, vous m'avez l'air bien informé. C'est pas une fleur très... Il ne faut pas l'offrir, je crois. Je crois que c'est pour manifester de l'indifférence à celle à qui vous l'offrez. C'est ça. Là, j'en ai... Ce qu'il faut éviter aussi sont les œillets. Ah, les œillets pour le... Oui, il paraît que ça porte malheur pour le... Moi, j'aime bien, c'est une très belle fleur, en plus. Moi, j'adore les chrysanthèmes. Les chrysanthèmes, moi, j'aime beaucoup. J'attends avec impatience. Bravo pour ce petit test. Le public. Bonsoir Alexis, bonsoir Francis Perrin, bonsoir Stéphane Bern. Si ça, c'est pas de la politesse. Je m'appelle Christelle et j'ai une petite question pour vous, Stéphane. Si demain je gagne au loto, j'ai pas encore gagné, est-ce que vous accepteriez pour je ne sais combien de millions d'euros de me transformer comme vous transformez dans la pièce Laetitia et ses parents? Écoutez, je le ferai très volontiers, mais pas pour de l'argent. Mais en même temps, à vous entendre, je me rends très vite compte que vous n'en avez absolument pas besoin et que vous avez beaucoup plus à m'apprendre que le contraire. Merci. Merci. Alors, justement, puisqu'on parle du public, quel est son profil? Est-ce que c'est des amateurs de théâtre qui viennent? Est-ce que c'est des occasionnels? Est-ce qu'il y a de tout? Il y a de tout. Et comme c'est plein tout le temps, forcément, c'est un public très mélangé. Mais nous, on sent la différence. Ouais. Est-ce que malgré tout, donc vous dites le bouche à oreille, j'entends, mais est-ce qu'il faut avoir recours, comme on dit, au comité d'entreprise? Il faut faire venir des groupes quand même? Bien sûr, mais pour avoir un remplissage aussi efficace? Non, ils viennent d'eux-mêmes aussi. Hein. C'est eux qui demandent. Hein. D'ailleurs, on n'oblige personne à venir. Vous savez, je vais vous dire, quand une pièce a du succès, les groupes viennent, enfin tout le monde vient. Et quand une pièce n'a pas de succès, les groupes ils viennent pas. Et d'ailleurs, le soir où je suis venu, il y avait une compagnie d'assurance qui avait dû offrir ça à ses employés. Après, ils avaient fait un petit cocktail au foyer, vous êtes allé serrer des louches. Ça fait partie du SAV, comme on dit Moi, je le fais naturellement, d'abord parce que j'ai bien élevé. D'abord parce que je suis bien élevé, on m'a toujours appris à... Voilà. Non, quand il y a des gens... Et puis c'est toujours intéressant. C'est l'occasion de voir aussi des gens qui travaillent dans des entreprises, qui me racontent leurs expériences. Parce qu'au fond, la plupart des journalistes qui en parlent savamment à la télévision ou à la radio, ils n'en connaissent rien. Que dalle, ouais. Mais c'est-à-dire, ils sont là entre eux, à se parler entre eux. Bon, alors moi, je suis ravi que plus il y a de passerelles... Il y a même des critiques qui connaissent rien au théâtre. Hein. Il y a un truc qui m'a franchement bluffé. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça, Francis. Le soir où je suis venu, le public était un petit peu indiscipliné. Il y en a qui parlaient, qui faisaient du bruit. Vous vous êtes arrêtés. Non seulement ça, vous avez engueulé le type en leur disant, grosso modo, le spectacle au théâtre, je vous rappelle que c'est sur scène, et vous, ça serait bien que vous vous taisiez. C'est nous qui parlons et c'est vous qui écoutez. Voilà, sur un ton super cassant, il ne faut pas vous emmerder, vous. Hein. Je trouve que c'est... Vous savez, j'ai un plaisir fou à être en scène. Je trouve que le public, maintenant, quelquefois, est très mal éduqué à cause de la télévision. Ils parlent, ils ne se rendent pas compte que quand on parle, ça gêne énormément la concentration des comédiens en scène. On entend tout. Parce qu'on entend les réactions, donc on entend automatiquement ce qui se passe. Les gens font « Oh, dis donc, regardez la brassure ». Tout d'un coup, on fait « Mais attendez, vous n'êtes pas dans un... Attendez, vous venez écouter une pièce. » Une toux, parce qu'on peut tousser, bien sûr, mais il y a des gens qui toussent, c'est extraordinaire. Bon, je veux dire, d'abord, c'est très mal élevé. On peut tousser très, très discrètement. Même en mettant sa main oui, non, mais on peut tousser discrètement. Une toux peut squeezer un effet, parce qu'un mot ne s'entend pas et ça ne fait pas rire. Parce que ça gêne. Ah, c'est terrible. On est tout de même... Enfin, quand vous allez voir un concert et tout, les gens font tout de même... Attention, les portables... Ça dépend. Un concert de Rolling Stones, c'est ça? Non, je parle d'un concert classique. Je parle il y a les portables. Pourtant, on prévient. Il y a les portables. Attends, les gens parlent. Puis quand j'arrive, c'est drôle. Au début, les gens me disaient... Ah, t'as vu, c'est lui. Oui, c'est bien. Je voulais profiter de votre présence à tous les deux pour parler aussi un peu de vous, un peu de vos carrières. Et je trouve qu'il y a des... Ça se voit pas comme ça au premier abord, mais il y a des points communs. Par exemple, on va un petit peu les détailler, mais vous avez été l'un et l'autre souvent victimes de pas mal d'a priori, des étiquettes difficiles à décoller. Stéphane, vous par exemple, mais quel parcours? Qui l'eût cru, franchement? Non, mais... Pas même moi. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toujours cru en vous? Nadine de Rothschild. Mais c'est vrai, je l'ai dit. J'ai quelques bonnes fées comme ça qui ont toujours cru en moi et qui depuis toujours je les connais pas plus que ça.
mais des mères de substitution. En termes de carrière, le bon coup, c'est France Inter et Canal+. C'est-à-dire que d'un seul coup, le ringard à princesse est devenu branché, quoi. Ben, c'est-à-dire, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai dit, les princesses, ah, ça vous fait rire, vous allez voir. Un jour, tout le monde ne parlera que de ça. Regardez le succès du film Palais Royal, etc. Tout le monde est plongé là-dedans avec délice. Moi, je prenons un peu de distance, et puis j'aime d'autres choses. J'ai pas renié cet aspect-là de ma vie ou de ma personnalité. Il n'y a pas de stratégie dans la mutation. Il n'y a pas aucune stratégie. Je n'avez pas discerné des étapes. Non, il y a juste dans la vie, vous n'avez pas envie de vous enfermer. Ah, vous m'attendez là, ben, vous allez me trouver de l'autre côté. Ouais, ça, et du coup, c'est jouissif, pensez. Et chaque fois, c'est vrai que je me prends des... Vous pensez une grève pratiquement à France Inter quand je suis arrivé, parce qu'il y avait des tracts dans les couloirs. Il y avait des tracts dans les couloirs. Pourquoi pas Arthur et Ophélie Winter? Ça m'a fait rire. J'ai pensé bon. Même chose à Canal, qui aurait pu penser que j'allais sauver un peu nulle part ailleurs, quoi. Le public. Et bonsoir. Donc bravo à tous les deux, et une question plus particulièrement à Stéphane. Je voulais connaître votre prochain objectif. Est-ce que vous êtes notre futur star de cinéma? Est-ce que vous êtes notre futur rockstar? La parole est à vous. Alors, mais c'est drôle que vous posiez la question, chère madame. Parce vous l'avez déjà vu danser ou pas? Parce que c'est quelque chose. Hein. On ne se moque pas. Une démonstration, s'il vous plaît. Ce qui est assez vrai que je montais sur scène comme beaucoup d'animateurs télé disent, je vais sauter à l'élastique ou je vais faire une compétition de cartes. C'est-à-dire se mettre en danger. On a besoin de ça, de se dire, on va sortir de son confort, de ce qu'on sait faire et tenter une nouvelle expérience, reculer les limites, les frontières du possible. Sinon, au cinéma, oui, j'ai fait quelques participations qui m'ont amusé. J'aime le contact avec le public, alors qu'il se traduise au cinéma, au théâtre, à la radio, à la télé. Multiplions, même dans la rue, vous savez, les gens me parlent beaucoup dans la rue, hein, je n'ai pas changé de vie. Ce qui serait sympa en revanche, c'est que vous n'enregistriez pas de disque, Stéphane. On est d'accord. C'est la seule chose que je ne ferai jamais. On est d'accord. Parce que même si j'ai vu depuis la Starac que des gens qui ne savent pas chanter arrivent à faire des disques, eh bien, moi je veux prouver que Non, un peu de décence quand même là. Merci. Oui, je chante faux, vous le savez. Je chante très très faux. Bien. Donc, je faisais un petit peu le parallèle en parlant des a priori et des étiquettes. Alors vous, Francis, vous avez eu votre lot aussi. Stéphane Guyon en rappelait tout à l'heure pour s'amuser, l'acteur qui bégaye. Après, c'était les films, les comédies au cinéma, un peu légères, un peu bébêtes. Alors que quand on voit votre... Non, pas bébête, légère. Légère. C'est pas pareil. Ah bon? Ah oui. Non, parce que la légèreté n'est pas synonyme de bêtise. J'entends. Voilà. Mais, merci. Ah oui, non, mais vous avez raison de faire ce distinguo. Non, la légèreté, c'est une certaine élégance. Et la bêtise, c'est une vraie connerie. Non, mais je suis d'accord sur le distinguo sémantique, mais j'assume ce que je dis. Il y a certains de vos films qui étaient un peu bébêtes, Francis, je suis désolé. Non, ce sont des belles comédies qui marchent encore. Ouais. 25 ans après. Ah, oui, mais ce qui marche, c'est pas forcément... À quoi? C'est pas forcément bien? Non, parce qu'elles étaient... Le public n'a pas toujours raison, c'est ça? Elles n'étaient pas vulgaires. Oui, c'est vrai. Voilà. Bah oui, c'était un personnage qui était comme ça, qui correspondait à ce qu'on demandait. Je vais vous dire comme ça, parce que je le dis toujours, il se faisait, ces films-là, c'est-à-dire que vous insultez 6 millions de spectateurs à chaque film, donc 6 millions d'imbéciles. C'est un peu embêtant. Ils ont fait 6 millions d'entrées à chaque fois. Plus que ça même. Non, ils ont fait 6 millions d'entrées. Je pensais que Le Roi des Contes, c'était un succès phénoménal. 6 millions d'entrées, c'était énorme à ce moment-là. C'est vrai. Là maintenant, quand on fait 1 million, on fait ouais, 6 millions, je suis désolé. Ça a amené ce que j'allais vous dire, avant que vous ne fassiez ce petit rectificatif, c'est que peu de comédiens peuvent se targuer d'un parcours aussi exemplaire. Vous avez fait tous les métiers du spectacle. Auteur, réalisateur, metteur en scène d'opéra, directeur de festival, directeur de théâtre. Je n'oublie rien, je l'espère. Et donc, comme certains ont cette image un petit peu réductrice, je me dis peut-être, ça doit être difficile, c'est presque une injustice, quoi, le décalage. J'ai pas une image réductrice, j'ai toujours adoré faire rire. Enfin, d'ailleurs, je suis revenu là parce que c'est un plaisir, mais total. J'ai joué Alexandre Dumas, signé Dumas, qui était excellent, avec Thierry Frémont, j'ai adoré. Avec Thierry Frémont, qui était c'était très dramatique. J'ai joué au Théâtre La Bruyère, Tantine et moi, qui était dramatique. Le Passe-Muraille, c'était vachement. Le Passe-Muraille, qui était aussi. Oui, je vous connais un peu, je vous suis. Oui, c'est bien, mais donc j'ai joué. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que je fais ce que je veux. J'ai une carrière indépendante et libre. C'est très rare, ça se paye très cher. Parce que je fais partie d'aucun clan, d'aucune chose, mais je suis encore là au bout de 40 ans. Je m'étonne moi-même, hein, je vous assure. J'ai rien à prouver à personne, si ce n'est à moi. Et j'adore
le théâtre, je prends un plaisir immense à venir tous les soirs en scène, et je m'amuse, et je suis très heureux d'être vraiment dans mon élément. Bon, ben, asseyons-nous, voulez-vous? Je vous en prie, Bernadette. Or donc... moi, il faut que je me... De tous les métiers d'ailleurs que j'ai évoqués, est-ce qu'il y en a un qui vous rend plus fier qu'un autre? Oh, oui, c'est jouer la comédie encore et d'être aussi enthousiaste, enthousiaste que je l'étais en sortant du conservatoire, oui, je pense. Oui. Alors, je crois savoir que malgré toute cette carrière, il y a deux choses que vous avez encore pas exaucées, des petits rêves. La première, c'est de jouer Cyrano de Bergerac. Oui, mais ça je le ferai jamais. Vous le ferez jamais? Non, parce que moi, je me suis dit que vous allez le faire un tout petit peu ce soir. Non. Oh, si, ça ferait non, plaisir. Ça a tellement été joué par des très bons comédiens que c'est pas la peine d'avoir un Cyrano de plus, mais ça vaut dire d'avoir un regret. Il aurait été peut-être bien dans Cyrano. Eh oui, mais justement, j'aurais été pas un Cyrano de plus. J'insiste un petit peu. J'ai fait taper la fameuse tirade du nez sur des fiches. Non, je vous la ferai pas. Francis, vous le ferez pas? Non, très sincèrement. Même si on vous le demande gentiment? Mais oui, très gentiment. Hein, vous l'avez demandé très gentiment, et très gentiment, je vous réponds. Alors, il y a un autre petit rêve. Je vais encore vous mettre à contribution. J'espère que je vais avoir une meilleure chance. C'est d'être chef d'orchestre. Oui. Hein? Donc je me suis dit, il y a deux œuvres que vous connaissez par cœur, paraît-il. En tout cas, la partition, c'est Carmen et le Barbier de Séville. Donc je me suis dit, si je lui demande gentiment, si en régie, on va bientôt mettre Carmen, si j'amène un pupitre, une partition et une baguette, il va nous mimer un chef d'orchestre. Ok, ça je veux bien. Vous voulez bien? Voilà. Regardez ça. Carmen? Alors, vous avez la partition, la vraie? Oui. Elle n'est pas calée, à la vraie. Elle n'est pas calée, hein. On va envoyer la musique. Donc, vous allez reconnaître Carmen. Mais tu sais lire... À l'ouverture? Non, c'est Toréador. L'entracte. Ah, Toréador. Ça, je sais. Tu m'as jamais dit. De tête. Tu veux lire la musique. De tête. De tête. Allez. Merci beaucoup. Bravo, merci. Ah bah vous, vous avez fait plaisir, Francis, merci. Voilà, vous voyez. Qu'est-ce que vous dites, Stéphane? Heureusement qu'on m'a pas demandé de chanter. Je vous ai fait ça à vue de nez. Hein. Alors donc on le disait, une carrière théâtrale exemplaire. Par rapport au cinéma, on en est où? Je sais pas, il y a longtemps que vous... Oui, bah, vous savez... Il y a de la frustration ou pas du tout? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ben, si ça revient, ça revient. Si ça revient pas, c'est pas très grave. Hein. Je suis très heureux. Les propositions qu'on vous fait vous plaisent pas? On ne fait pas beaucoup. Le cinéma, si ça vient, ça vient. Ça va. Vous savez, moi j'ai la passion du théâtre. C'est vraiment là où je me sens chez moi, heureux. Donc... Je crois que vous aimeriez bien incarner une crapule ou un personnage sombre. Ah, j'aimerais bien, oui, au cinéma, qu'on me fasse jouer une apparemment sympathique. C'est vrai que vous avez une tête de pervers. Oui. Hein, ça... Ah, vous m'avez percé un jour. Oui, ça. Stéphane. En parlant de pervers, vous... C'est sans transition. Vous avez toujours un peu l'œil qui frise. Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est son œil, hein, vous savez, non, mais ça, c'est important, la vie, vous savez, de prendre ça un petit peu avec du recul. Je ne veux rien voir au tragique. Voilà. De chaque situation de la vie, on a beaucoup de points communs. Hein. De trouver, c'est vrai, on trouve toujours le truc qui va nous faire rire, qui va nous... Parce que sinon, en tout cas, il y aurait de quoi désespérer. Je suis admiratif chez vous, c'est votre opiniâtreté. Quand on regarde un petit peu votre parcours de vie, on vous a toujours tapé dessus, déjà ça m'a halluciné. Mes parents d'abord. Hein. Oui, vos parents, c'était non mais c'est vrai, c'était sévère. C'est vrai, oui. Hein, donc on vous tapait un peu dessus. Au collège. Mais ils avaient raison. Voilà. Au collège, au lycée, je parle pas des critiques dans vos années TF1, là, on vous a tapé dessus plus que de raison. Et donc je me suis dit, ça se trouve, il est monté sur scène rien que pour ça, pour prendre des coups, parce qu'il aime ça en fait. Mais il y a une partie où il y a une forme de masochisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer là? C'est-à-dire se dire,
J'ai été obligé d'exister dans une famille où j'ai un frère extrêmement brillant. Le pauvre, je ne vais pas l'accabler non plus, parce que je suis très fier de lui. Mais donc vous êtes obligé de vous trouver votre place. Et donc vous êtes forcément, vous marginalisez vous-même pour avoir un espace, pour exister. Vous auriez pu devenir un serial killer. Vous étiez un peu vos parents vous appelaient le vilain petit canard, je crois. Oui, mais je l'étais parce que j'étais un peu baroque, exotique, surprenant. Ils se demandaient ce qu'ils avaient enfanté. Et je les entendais, ils disaient quand même, il est bizarre, non, tu trouves pas? Non, mais vous n'étiez, paraît-il, gratifié d'un câlin que quand vous aviez bien travaillé, alors que un câlin, c'est pas une récompense, ça doit être une marque d'affection normale. Mais si vous voulez, quand vous êtes élevé à la prussienne, c'est comme ça, vous avez plus de coups de... ça n'empêche pas l'amour, hein, j'ai été élevé avec beaucoup d'amour, mais... Il y a un petit canard, il l'envoyait au coin-coin. C'est ta fille, Jean. Oui, c'est ta fille. J'adore cette humour. Je me lâche parce que... Des années de grosse tête. Hein. Oui. Vous avez manqué d'amour ou pas, Stéphane? Je me suis imaginé que oui, et ça a été l'un des moteurs de ma vie. Et en réalité, honnêtement, j'étais très aimé. Sinon, je ne serais pas aussi bien dans ma vie, quoi. Oui, enfin, vous étiez aimé, mais vous l'aviez mentionné, il y avait le fils préféré, Armand, bac à 15 ans, Polytechnique à 17 ans, qui était très brillant. Les profs disaient... j'ai l'impression... Pourtant, c'est moi qui ai la coupe de Mireille Dumas hein, sur la tête. Non, les profs disaient, le petit Stéphane, oui, il sera jamais aussi brillant que son frère. C'est vrai, les profs disaient ça. Donc, mais soit on en tire des complexes, soit on en tire de l'ambition, quoi. Y a pas de... Exactement. Vous avez envie d'exister à côté et de ne pas faire ce pourquoi vous avez été programmé. J'ai dit à mes parents, faites-moi confiance. À 17 ans, j'ai quitté la maison quand même, d'abord pour faire mes études, et ensuite, la règle, c'était que tout ce qu'on avait, on le payait soi-même. C'est-à-dire qu'on partait en vacances quand on travaillait, et on gagnait on travaillait en juillet pour payer notre mois d'août. En même temps, on n'a rien sans rien, c'est du boulot. Les gens nous imaginent boire avancer comme ça à la télévision, à la radio, dans la presse ou au théâtre, ou n'importe, avec une coupe de champagne à la main. Mais non, c'est ascétique la vie qu'on mène. Aujourd'hui, est-ce que vous tenez un peu une sorte de petite revanche? Est-ce que vous avez l'admiration de votre père? Ou alors est-ce que être ingénieur... Mon père est comme très admiratif de ce que je fais. Moi, ma mère adorait ce que je commençais à faire. La pauvre est morte trop tôt, mais pour voir la suite. Mais j'y pense tous les jours. J'essaye surtout d'être un être humain honnête, de ne pas rougir, de pas avoir à rougir de ce que je fais, de me comporter humainement de façon valable. Mais il n'y a pas d'esprit de revanche. Je déteste l'esprit de revanche. Cette revanche sociale, j'ai manqué de rien. Je suis une famille plutôt bourgeoise où c'était pas la grande vie. Mon père a progressé dans l'échelle sociale et professionnelle sans marcher sur les autres. J'ai manqué de rien, surtout pas d'amour, même si je me suis raconté que vous en manquiez. J'en manquais. Mais c'est moi qui me le suis raconté. Vous en revanche, Francis, je crois savoir que pas de problème de ce côté-là. Votre vocation n'a jamais été freinée par vos parents. On vous emmenait voir Lorenzaccio quand vous avez 5 ans. Vous avez écrit une première pièce vers 12-13 ans. Enfin, ça a toujours été votre vie. Mes parents, ils ont simplement dit passe ton bac et puis tu feras un peu ce que tu veux. Mais bon, c'était à cette époque-là, mais vraiment ils vous ont toujours encouragé là-dedans. Oh oui, c'était formidable, Non, j'ai eu une enfance extraordinaire. Et on se souvient d'avoir vu Lorenzaccio. Excusez-moi, je dis d'ailleurs parce qu'il ne faut pas dire qu'on a une enfance heureuse. Et si. J'ai eu une enfance très heureuse et mes parents m'adoraient et je leur rendais bien. J'ai pas eu de frère, donc comme ça j'ai pas eu de... C'est drôle ce que tu dis, Francis. Aujourd'hui, pour justifier qu'on ait du talent et que ça marche pour soi, il faut toujours... Avant, il suffisait de dire qu'on était de gauche. Maintenant, ça suffit plus. Il faut en plus être victime. Ou j'ai été tripoté par Yves Montand, ou j'ai été... Non, mais c'est vrai. C'est toujours... Non, mais c'est horrible. C'est un système monstrueux. Il y a la victimisation déjà. Regardez, ouvrez les magazines, il n'y a que ça. Je te dis qu'on est allé trop loin, c'est qu'on est allé trop loin, Aurélien, crois-moi. C'était plus la Jet Set Academy, c'est l'île du docteur Moreau. Des monstres. Voilà, nous avons créé des monstres, des bestioles. Ouais, c'est peut-être un peu exagéré là, non? Mais pas du tout. Je pèse mes mots. Ce sont des mutants, les Leblanc, des aliens. Nanar et Bernadette sont devenus puants d'arrivisme, d'un snobisme à toute épreuve. Ils sont secs, radins, calculateurs, racistes, fachos même. Ouais, je dois reconnaître qu'on a été très bons sur ce coup-là. Les Leblanc, aujourd'hui, ils font illusion partout. Ah, tu trouves qu'on a été très bons? Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 1 an, dans 2 ans? Ah, ça, dépenser du pognon, ils ont appris, ils savent faire. Mais à court terme, ils vont vite être à sec étant donné qu'ils ne savent pas en gagner. C'est sûr, je sais de quoi tu parles. Oui, ben justement, hein. Si je pouvais leur éviter le dépôt de bilan, je serais pas mécontent de moi. Tu sais, la retraite de Picassier, ben, ça doit pas être terrible.
Le public? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ces 2h30 de fou rire, parce que j'ai beaucoup ri. Et je voulais poser une question à Stéphane Bern, parce qu'avec tout ce que vous faites, enfin, ce que vous dites matin, midi et soir sur tous les plateaux, le soir au théâtre, vous avez beau avoir une bonne santé, hein, je me demande comment vous faites. Vous avez un secret pour tenir le coup comme ça, physiquement? Là. Forcément, il y a des substances. Dopage. Et ces substances, c'est la passion. Voilà. Non, c'est très honnêtement. Je me dope à la passion. On a une telle force énergie. Moi aussi, je me lève à 6h du matin, j'écris. Et puis, je m'occupe aussi de mes enfants et tout. Après, moi, je vais répéter parce que je mets en scène. Donc, je fais les mises en scène. Après, je viens jouer le soir. Je me couche assez tard. Je me couche à 2h30 et je me lève à 6h30. Oui, mais je dors très peu. Je prends juste un exemple assez précis, la journée du vendredi de Stéphane. 11h, 13h, France Inter. Ensuite, il enregistre 2 émissions à Canal+. Une moto... Une, j'enregistre, une, je suis en direct. Voilà, une, vous êtes en direct. Et donc, une moto qui vient vous chercher, je crois, vers 9h moins 5, pour que vous soyez ici à 9h20. Où est le plaisir dans tout ça, franchement? C'est trop, là. Mais voilà, on rentre dans la psychanalyse. Je me souviens, le plaisir vient du fait que d'être un bon petit soldat, de faire ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire de tout faire. Et c'est horrible, parce que j'ai beau en avoir conscience, je ne suis pas dégagé de cette idée, c'est que ma mère, elle voulait que je fasse tout ce qu'on me demandait de faire. Et une journée où j'avais fait tout ce qu'elle m'avait demandé, je savais qu'elle me le prouverait par son affection. Être un bon petit soldat, d'accord, mais où est la place pour le contemplatif, la réflexion, la flemmardise? Et ça m'arrive, rassurez-vous. D'abord, j'ai la chance, je ne suis pas non plus... voilà, vous êtes aidé, vous êtes assisté un peu. Non, enfin, oui, on est assisté, mais en même temps, le travail, c'est nous qui le faisons. Bien sûr. Mais l'été, par exemple, j'ai 2 mois de vacances où je continue à écrire mes chroniques pour le Figaro, mais je suis chez moi en Grèce. Ça m'éclate. Il y a aussi les chroniques dans le Figaro. Vous êtes assez ISF en ce moment, non? Télé, radio, presse, théâtre, ça rentre, hein? Mais ça rentre pas tant que ça. Ah bon? Non mais... parlons fric, si ce qui vous intéresse. Non, mais excusez-moi, mais remarque. À France Inter, on n'est pas réputé pour être extrêmement bien payé. J'ai le même salaire au Figaro j'y suis depuis 20 ans. J'ai jamais pensé à demander d'augmentation parce que c'est du plaisir. Voilà, la télé, ça paye bien. Je serais mieux payé si j'étais mon propre producteur, mais quelle importance. Attendez, je veux pas être le plus riche au cimetière. L'argent n'a jamais été une motivation dans ma vie. Vous vous tirez la bourre un peu avec Ruquier, non? C'est celui qu'on fera le plus ou pas? Non, je me sens pas en concurrence. D'abord, j'ai pas son talent pour écrire des pièces de théâtre. J'ai, disons, à l'inverse, pris le risque de jouer moi-même. D'accord. Non, parce que moi qui connais un petit peu Stéphane, il y a toujours un peu de perfidie dans ce qu'il dit. Il faut juste le déceler, quoi. Mais non, mais le pauvre Laurent, on a passé sa vie à le comparer à moi et moi on passe ma vie à le comparer à lui. Parce que tout ça, parce qu'il pourquoi il y a quand même quelques points communs, chef de bande, protéiforme, suractif. Oui, mais tant mieux, il a du talent, tant mieux si on me compare à lui, j'en suis ravi. Et si ça marche pour lui, tant mieux si on me compare à lui, ça prouve que ça marchera pour moi aussi. Francis, énorme bosseur aussi, quand vous étiez directeur du théâtre de Versailles, il vous arrivait de dormir sur scène, j'ai vu ça. Bien sûr, oui. Et puis dans ma loge, en scène, oui, j'ai même dormi en scène, enfin dans un décor. Moi, je rentrais pas chez moi. Vous savez, être directeur de théâtre, j'étais directeur, administrateur, tout, enfin, metteur en scène, acteur, donc je faisais tout les... Et c'était voilà, pendant 8 ans, et c'est vrai que c'est un souvenir formidable à Versailles. Et gardien de nuit, non? Et gardien de nuit, puisque j'étais seul dans le théâtre, c'est très impressionnant d'ailleurs. C'est la femme de votre vie, le théâtre, d'une certaine façon. Ah, c'est l'amour de ma vie, oui, c'est l'amour de ma vie. Parce que des femmes, il y en a, quoi. Ce sont été aussi les amours de ma vie. Marié 5 fois? C'est ça, oui. Bien, dis donc, vous êtes bien renseigné. Je vous aurais jamais imaginé alors, dis donc, séducteur et volage. Gersan me dit que je passe beaucoup plus de temps avec toi qu'avec elle. ça va faire... Mais en tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur, voilà. Non, je vous aurais pas imaginé séducteur et volage. Ah oui, ah bon. Et pourtant... Séducteur. Il n'est pas volage. Non. Stéphane, on ne sait pas trop. Alors que vous êtes un type extrêmement disert dans les interviews, vous êtes ce qu'on appelle un bon client, on peut parler de tout sauf de vie privée. Ben oui, parce que ça s'appelle privé. C'est marrant ça. Sinon, ça s'appellerait, je sais pas, vie officielle ou vie publique. Mais vie privée, c'est privé. Ce qui est curieux, c'est que dans toutes les activités que vous faites, et comme vous avez beaucoup d'autodérision, vous laissez votre entourage faire des allusions assez appuyées sur votre vie privée. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Moi, c'est un domaine sur lequel je ne m'exprime pas. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué une chose aussi en lisant la presse People, ce sont les gens à la ramasse, professionnellement, qui mettent en avant leurs femmes, leurs enfants, leurs chiens, leurs maisons, leurs trucs. C'est-à-dire, tout ça pour qu'on parle d'eux. Puis alors le jour où ils se prennent le coup du boomerang parce que la femme est partie ou parce que
Bah, après, on accuse la presse people, on dit qu'ils hurlent avec les chiens. Avant de se quitter, j'avais envie de tester vos goûts communs, histoire de voir si vous étiez vraiment fait pour vous rencontrer, outre l'amitié qui vous lie. Alors, l'un et l'autre, le disque que vous sauveriez d'un incendie. Le disque. Alors, pour moi, ça serait de l'opéra. Moi aussi. Et donc, ah non, il y a un truc qu'il faut que je te fasse écouter, c'est le Cecilia Bartoli. Cecilia Bartoli, il y a évidemment Gluck, Vivaldi, mais là, elle vient de faire opéra Prohibita, c'est à pleurer de bonheur. Francis, vous aussi, l'opéra? Moi, c'est le Don Giovanni de Mozart. Oui, alors c'est l'année Mozart, voilà. Je veux bien aussi Don Giovanni de Mozart. Donc moi j'ai 54 versions, donc je veux dire... Non, vous êtes un grand mélomane, vous, Francis. C'est vrai. Le dernier film qui vous ait bluffé? Oh là. Eh oui. Moi, au cinéma, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé, mais en DVD, moi, je suis un fou parce que j'ai plus de 3000 films à la maison, donc quand je rentre le soir, je me mets aussi moi, j'ai adoré. Mais Desperate Housewives. C'est pas un film. C'est une série. Une série sur Canal, Desperate Housewives. Ah, ça, j'ai adoré. Toi aussi, t'es très série. Très série, je me suis terminé. Ça, c'est 24 heures. 24 heures, mais les Sopranos, là, je me suis fait les 400 et la 5e, je l'ai, donc ça va continuer. Ça, j'adore les séries comme ça. Bon. Voilà. Un vêtement qu'il vous serait impossible de porter? Le kilt. Oui, moi, une jupe, j'allais dire une jupe aussi. Un petit peu, ça me gênerait beaucoup. Un baggy aussi, je ne sais pas si ça vous irait, Stéphane. J'en porte. Le week-end, je suis en baggy, oui. Le baggy, c'est les quand jeans je viens avec très mon larges. jeans qui tombe sur les... Mais vous le portez aussi au milieu des fesses? Qui tombe là? Oui, oui. Non, t'as pas un baggy, ça. Il est façon baggy. Ah oui, le truc là qui est... Oh là là, on a l'impression d'avoir fait caca. Et vous êtes très baggy ou pas, Francis? Pas du tout. Non, pas du tout. Je déteste très élégant. J'aime bien les pantalons. Il est très velours côtelé. Gentleman farm. La personnalité du moment qui vous agace le plus? Le président de la République. Jacques Chirac, pour ne pas le nommer. Francis? Donc non, il n'y a personne qui vous vient. Le con qui passe en mobilette et qui fait du potin, là. Alors ça m'agace. Ah, putain, je déteste les pétarades de... Ah, putain, les mecs qui font exprès. Ouais. Je dis qu'ils sont tous des petites bites. Enfin, bon, voilà. Ah bon? Voilà. On n'est pas vérifié. Donc ils compensent, tu vois. Voilà. Non, moi, j'ai de l'indulgence pour les petites bites. Non, pour les gens. Non, mais pour les gens, ce qu'on appelle les gens les anonymes. J'ai moins d'indulgence pour ceux qui sont censés nous représenter. J'ai moins d'indulgence parce que je trouve qu'il y a un devoir d'exemplarité quand même. Que je nous mets dans le même sac. Je pense que quand les gens vous font l'amitié de venir vous voir, vous applaudir, vous font confiance, on a un devoir d'exemplarité. Je vais faire vieux réac, ringard, je m'en fiche, mais je trouve qu'il y a un laisser-aller de cette société qui est insupportable. C'est ça qui, en général, m'agace, c'est de voir que les gens ne savent plus rien, les gens ne s'intéressent plus à rien. Vous savez, quand j'étais gamin, moi, je me suis jamais ennuyé. Il y avait toujours des livres. Non, mais rappelons ça. Il y avait des livres, il y a des bibliothèques. Bon, allez-y, j'éteindrai. Parce que là, quand il était gamin, là, c'est... Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Vous pouvez nous apporter un coup à boire parce que ça va être long. Allez, une dernière question, puisqu'on va bientôt aller se coucher. Comme on le demandait à Marilyn, avec quoi dormez-vous? Moi, je dors nu. Ah bon? Ouais. Je te l'avais pas dit. Non, moi, comme je prends des contractures, si j'ai un coup de froid dans le dos, je mets un t-shirt. Mais je porte pas de bas. Enfin, je veux dire, je porte rien en bas. Déjà. Oui, je veux dire, j'ai un t-shirt d'en haut. On ne pouvait pas rêver meilleure fin. Merci de les applaudir. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Francis. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci beaucoup. On vous salue comme au théâtre. Je ne sais pas comment on fait. Merci à vous d'être restés pour le troisième rappel de Berne et de Perrin. Merci au Théâtre Saint-Georges de nous accueillir. Merci à tout l'entourage d'avoir permis de faire cela. À bientôt. Merci à France 3 et à France 4. Ciao. Flowers fill up my mind. The rainbow creek must be free cause it's gone. Lost in space, this race ain't confined to one thing or another. Sister and brother, where the cows graze, our days is the mother of all living things cause this lyric is living. If you want half, should I call you giving? Beats to